Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup aux organisatrices, organisateurs de cet événement et notamment pour l'invitation à y participer. Je suis ravie de vous présenter une partie de mes travaux et notamment une enquête réalisée avec une collègue qui s'intitule donc « Les médias en prise avec les réseaux sociaux numériques, du journalisme au marketing ». En fait, je m'intéresse depuis quelques années au lien entre journalisme et numérique, entre pratiques journalistiques et la manière dont elles sont travaillées par le numérique. Et là, c'est donc une enquête auprès des acteurs qui gèrent les réseaux sociaux numériques au sein de médias français. Alors, pour commencer, je vais expliquer un petit peu d'où part ma réflexion pour ce travail. Et puis pour les études que je mène actuellement. Donc, je m'inscris dans le champ des recherches sur le journalisme, assez bien défini notamment dans le champ anglo-saxon avec l'étiquette de Journalist Studies, qui renvoie à un certain nombre de revues, d'ouvrages que j'ai pour certains cités ici. Donc un champ qui vise à l'étude du journalisme, notamment le rôle, les valeurs, les normes, les identités, l'idéologie aussi parfois, les représentations d'un côté, mais également les activités, les pratiques, etc. des journalistes avec deux approches méthodologiques complémentaires d'ailleurs, qui sont d'un côté l'étude des discours, donc de ces représentations identité, valeurs, et puis des pratiques plutôt par l'observation, l'approche ethnographique qui s'est développée assez fortement depuis les années 70. Alors, le journalisme, on le définit souvent comme une profession plastique qui est caractérisée par un flou définitionnel. Je renvoie évidemment aux travaux de Denis Ruellan et aux autres travaux qui l'ont suivi après, d'une profession qui est en définition permanente. Et bien évidemment, le numérique y contribue beaucoup. Alors en fait, ce qui m'intéresse, c'est qu'avec le numérique, on assiste, et ça a été rappelé de nombreuses fois depuis hier, à une complexification des acteurs, un changement d'ailleurs assez radical qui fait que les journalistes, les médias perdent le monopole de production et de transmission de l'information, avec tous les phénomènes de désintermédiation, et finalement qu'ils ne sont plus, ce qui est d'ailleurs très, très problématique à vivre pour eux, ils ne sont plus le centre de gravité quand on s'intéresse donc à tout ce qui relève de la production et de la circulation de l'information. Donc ce changement, il doit être pris en compte, tant dans les cadres théoriques que dans les approches méthodologiques. Il y a des concepts qui ont été proposés, notamment un qui me semble assez intéressant d'Anderson, qui est ce concept de news écosystème, qui définit donc comme l'ensemble des individus, des organisations, des technologies, dans une aire géographique spécifique ou autour d'une thématique particulière, qui sont engagés dans la production journalistique et même dans sa consommation, et on pourrait ajouter aussi dans sa circulation. Donc ce concept, il met en évidence les jeux d'interrelation en fait, entre des acteurs assez divers qui sont donc engagés et dans la production, dans la circulation et dans la consommation d'informations journalistiques. Alors, on l'a vu hier, Nikos Smirnaios en a parlé abondamment. D'autres approches permettent aussi de porter un regard un peu différent sur l'activité de production d'informations, et notamment les approches socio-économiques, avec la mise en évidence du rôle de plus en plus structurant des infomédiaires ou des plateformes. Donc, je n'y reviens pas. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont on peut articuler ça avec l'étude du journalisme. Assez récemment, Nielsen et Ganter, dans un article, ont appelé justement à davantage penser cette articulation entre ce qu'ils appellent Journalism Studies et Platform Studies pour mieux saisir donc, ces évolutions en cours. Et bien sûr, il y a tout un tas de travaux qui émergent de plus en plus et qui visent à mesurer les implications, les conséquences de ces plateformes et ces infomédiaires sur l'activité journalistique en elle-même. J'y reviendrai un petit peu plus en détail par la suite.
Dès les années 2000, on compte également beaucoup d'études, de travaux sur la manière dont les journalistes et les médias se saisissent des réseaux sociaux numériques. Il y a notamment un travail qui est fortement cité, qui est le travail d'Hermida avec ce concept donc, de ambient journalism, qui montre notamment justement que cette production mise en circulation de l'information via les réseaux sociaux numériques, elle n'est plus du tout le fait des journalistes seulement. Et puis il y a un tas de travaux donc, qui s'attachent à documenter la manière dont les journalistes eux-mêmes se saisissent des réseaux sociaux numériques, avec beaucoup de travaux sur Twitter, qui est toujours présenté un peu comme le réseau des journalistes, et on pourrait aussi ajouter un petit peu des politiques et puis des académiques. Et donc des travaux qui montrent en fait comment cet usage de Twitter vise à modifier, à modeler les pratiques, les routines et à être l'objet d'appropriation individuelle qui d'ailleurs peuvent être source de tensions assez fortes, par exemple entre affirmation de soi d'un côté et puis régulation un peu plus collective, plus déontologique des pratiques. Donc, les journalistes se sont assez tôt emparés des réseaux sociaux. On a donc beaucoup de travaux là-dessus. Mais finalement, les médias, eux, ont mis un peu plus de temps à les intégrer véritablement dans ce qu'on pourrait appeler une stratégie éditoriale relativement claire, si tant est qu'elle existe encore aujourd'hui. J'y reviendrai. Donc, on a un petit peu moins de travaux qui se sont intéressés à cet aspect-là. Mais force est de constater que cette massification des usages dont on a déjà parlé par les publics, conjuguée à la pression qui est exercée par les infomédiaires eux-mêmes sur les médias, les ont conduits à accélérer le mouvement et à consacrer de plus en plus de ressources, notamment des ressources humaines, j'y viendrai par la suite, pour essayer donc d'organiser leur présence dans ces espaces. Donc on a vu pendant assez longtemps une forme plutôt d'artisanat de la part des médias, un artisanat aussi du tâtonnement qui passait beaucoup par l'utilisation par exemple d'outils qui visait donc à automatiser une forme de présence, qui avait assez peu de réflexion par rapport à la nature, au rôle que pouvait avoir cette présence sur les réseaux sociaux numériques. Et puis on assiste progressivement à une sorte de professionnalisation, à une rationalisation aussi de cette activité. Et c'est ce sur quoi je m'attarderai tout à l'heure. Bon, là, je vais passer assez vite puisqu'on en a déjà un petit peu parlé, mais pourquoi, en fait, ces plateformes sont un enjeu aujourd'hui pour les médias? On peut en tracer plusieurs. Évidemment, le premier enjeu, c'est celui de l'audience. Ce sont des pourvoyeurs d'audience aujourd'hui très importants, même si c'est fluctuant. Alors, ces études, cette étude de Persley est assez célèbre. Elle montre donc l'évolution sur une année, et on voit ce fameux croisement des courbes entre Google et Facebook qui a eu lieu cet été, puis qui a été accentué par les nouvelles stratégies mises en place par Facebook. Mais à la rigueur, peu importe, ce sont des vases communicants, puisqu'on est sur des parts relatives. Et vous voyez qu'on est à 75% à peu près de part de trafic extérieur qui est fourni par ces plateformes. C'est d'autant plus important pour tous les médias qui sont dans une logique de modèle de gratuité et donc qui reposent sur la nécessité d'avoir du clic, d'avoir de l'audience sur leur site web. Et évidemment, les plateformes sont utilisées pour essayer de drainer cette audience-là. Corollaire, évidemment, on en a parlé aussi, c'est que de plus en plus, puisqu'on parlait ce matin des pratiques informationnelles, de plus en plus, les usagers, les internautes, et d'autant plus lorsqu'ils sont jeunes, s'informent via ces plateformes-là. Alors Facebook n'est pas en soi, par exemple, un moyen de s'informer, ce sont des sources sur Facebook, mais en tout cas, ils passent par cette médiation-là de la plateforme pour accéder à diverses sources
forme d'information, et cela, on en a également parlé. Donc là, vous avez 2 études, qui sont des études en plus annuelles, donc qui permettent de suivre l'évolution, le Pew Research Center et le Reuters Institute, qui produisent donc des données quantitatives sur ces questions-là. On avait également mené avec des collègues une enquête auprès d'étudiants en France qui montrait également que plus des 3/4 d'entre eux déclarent s'informer quotidiennement à travers les réseaux sociaux. Quand on parle des réseaux sociaux numériques, en fait, on va le voir après, autant on s'est beaucoup attaché à analyser Twitter par le passé, autant aujourd'hui, quand on s'intéresse aux pratiques des médias, on va beaucoup plus regarder du côté de Facebook, qui est la plateforme principale qu'investissent les médias. J'aimerais simplement attirer votre attention sur un autre des A de GAFAM, qui est Apple, dont on parle un petit peu moins. J'en parle pas trop, mais c'est un travail que je suis en train d'initier, qui est extrêmement intéressant. C'est le cas donc d'Apple à travers Apple News. Donc, en tout cas, Apple News en France. Je ne sais pas si au Québec, au Canada, ça fonctionne de la même manière. Je sais qu'aux États-Unis, c'est différent. Mais en France, vous avez, quand vous faites un swap vers la gauche de l'écran, vous accédez donc à un petit outil qui vous donne 4 informations qui sont rafraîchies toutes les 10-15 minutes. Et en fait, Apple News, ça représente une audience considérable pour certains médias. Je vous ai mis à droite une information qui m'avait été donnée à titre un peu informel, donc je n'ai pas voulu mettre le média, mais en recoupant des sources, c'est même plutôt une fourchette basse, mais qui donne bien un aperçu des chiffres. Un article web classique, c'est en moyenne 200 visites simultanées, donc en même temps, c'est vraiment à un instant T. À partir du moment où cet article a un certain succès sur Facebook, on monte à 600, 700. Et s'il est sélectionné sur Apple News, c'est 2500 visites. Alors pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, c'est un enjeu très fort, mais là où ça devient extrêmement problématique, c'est quand tout d'un coup, Apple, en l'occurrence, décide de supprimer un média de sa base de données. Puisqu'en fait, il y a environ une vingtaine, entre 20 et 25 médias qui ont été sélectionnés pour faire partie du corpus de médias dans lesquels ensuite on va piocher. Et en fait, régulièrement, Apple enlève, supprime des médias de manière complètement arbitraire. Et alors, Marianne, pour lequel ça a été le cas, donc, a fait après cet article, parce que je pense qu'ils étaient un petit peu fâchés de voir qu'ils avaient perdu 35% d'audience du jour au lendemain sur le numérique, parce que ça peut représenter des chiffres très importants. L'Obs, donc l'Obs en France, c'est quand même un site d'information relativement important, avait été également à l'été dernier supprimé d'Apple News. Et la seule raison qui semblait plausible, c'est qu'en fait, dans leur URL, il n'y a pas 3W. Et donc techniquement, en fait, ça n'entrait pas dans les préconisations techniques en fait, d'Apple News. Donc ils ont préféré les supprimer et les remplacer par Paris Match. Voilà. Juste pour vous montrer. Donc c'est un enjeu très fort et en même temps, ça a été dit hier, il y a très très peu de maîtrise sur tous ces processus-là, et au-delà de la maîtrise, il y a même très très peu de compréhension en fait, et c'est presque là que c'est encore plus compliqué. Donc les marges de manœuvre, bien évidemment, elles sont très réduites. On en a également parlé hier, donc je n'y reviens pas en détail. Peut-être simplement vous dire, et puis ça introduira après l'enquête plus spécifique qu'on a menée, qu'il y a une problématique également très importante, qui est celle du financement direct, mais discret, de ces acteurs auprès de médias. Donc on sait maintenant que Facebook, par exemple, a financé en France de manière complètement directe un certain nombre de médias pour qu'ils produisent des lives ou des vidéos. En faisant le travail que je vais vous présenter juste après, j'ai pris conscience aussi qu'il y avait des community managers, des personnes employées dans les médias qui avaient été employées avec cet argent-là. Et quand Facebook a mis fin au financement, ce sont des personnes qui se sont retrouvées quasiment du jour au lendemain au chômage. Voilà.
Donc ça, c'était un peu le cadrage global. Donc maintenant, les résultats que je vais vous présenter assez vite ont été menés dans le cadre d'une recherche qui s'appelle InfoRSN, qui visait à analyser la manière dont l'information circule et partagée sur les réseaux sociaux numériques et la manière dont ça amène à des transformations dans le journalisme. Et c'est ce dernier axe que je vais présenter, puisqu'on a mené donc, avec une collègue des enquêtes au sein de rédactions, avec deux objectifs centraux, qui étaient l'un, donc, de comprendre les reconfigurations au sein des médias qui étaient donc induites par cette présence et le développement d'une stratégie éditoriale sur les réseaux sociaux numériques, en se focalisant sur les acteurs qui la mettent en œuvre, et puis essayer d'analyser les articulations, les porosités, les tensions entre, d'un côté, ce qui relève de la culture journalistique et de l'autre, ce qui relève des exigences des plateformes numériques. Je passe assez vite. C'est assez classique. Le terrain sont des entretiens semi-directifs qu'on a menés dans 11 médias français assez diversifiés, donc des médias de presse écrite, de télévision, pure player, etc. On a complété ça d'un questionnaire auprès des personnes interrogées pour recueillir de manière vraiment très fidèle un certain nombre d'éléments factuels sur l'organisation de la gestion des réseaux sociaux. Un travail donc réalisé avec Laura Amigo, qui est doctorante au Charisme. Alors, est-ce qu'on arrive à voir? Je ne sais pas. Je vous montre là donc un tableau qui essaye un petit peu de synthétiser ce qui nous a intéressés. Premier point, en fait, on a voulu tout simplement... Alors, on est allé dans les médias, on leur a dit, expliquez-nous quelles sont les personnes qui, au sein de vos médias, gèrent les réseaux sociaux numériques. Donc, on est vraiment parti de leur propre déclaration sur qui ils estiment être les personnes qui font cette gestion. On leur a demandé également comment étaient intitulés les postes. Et pour nous, ça nous semblait être peut-être quelque chose d'assez significatif. En fait, pas tant que ça. Alors, ce qui est assez particulier, c'est qu'ils ont tous choisi des anglicismes, pratiquement, donc community manager ou social media editor. Nous, on imaginait qu'il y avait une distinction assez forte entre les deux, parce que ça renvoie quand même d'un côté à la gestion de communauté et de l'autre à une dimension plus éditoriale. Donc, on imaginait qu'il y avait une différence assez forte. Et en fait, non. Et ils font pratiquement tous les mêmes choses. Et on n'a pas donc de distinction vraiment majeur. Alors, je suis désolée, j'avance un peu vite. L'autre aspect qui nous intéressait beaucoup, c'est le profil. Est-ce que ces personnes sont des journalistes ou est-ce qu'ils proviennent d'autres champs professionnels? Dans la majorité des cas, donc dans 7 médias sur 11, ce sont des journalistes qui revendiquent d'ailleurs assez fortement une approche éditoriale, beaucoup plus que marketing, de leur activité. C'est un moyen aussi pour les rédactions de légitimer en fait ces postes-là. C'est aussi quelque chose qui est revenu dans les discours. Donc on peut avoir par exemple quelqu'un qui a une formation de publicitaire, qui a fait du community management par le passé, et dès lors qu'il intègre le média, on lui donne ce statut de journaliste qui quelque part légitime un peu son action. On a également non, je passe parce que je ne vais pas avoir le temps. Ce qui nous a intéressé aussi, c'est que, vous le voyez là, service de rattachement, vous voyez que rédaction tout le temps. Ça, c'était un point vraiment important, c'est que systématiquement, ces personnes qui sont en charge des réseaux sociaux, elles sont dans la rédaction. Alors que nous, on imaginait à l'origine qu'on aurait peut-être beaucoup plus des personnes rattachées au service marketing, au service commercial, peut-être au service technique, etc. En fait, non, ces personnes-là sont vraiment sous l'autorité du rédacteur en chef, qui est également très impliqué dans la définition de leur activité. Et puis, dernier point par rapport à ce tableau, on est sur des équipes d'un petit nombre de personnes, mais avec un périmètre très bien défini. Donc, on a 1, 2, 3, maximum 4 personnes qui sont dédiées à cette activité. Dans le cas d'équipes un peu plus grosses, donc de 3 à 4 personnes, comme vous pouvez le voir, ce ne sont pas forcément des grosses rédactions. France TV Info, ce n'est pas une grosse rédaction, 20 minutes non plus, comparé à d'autres. Mais là, c'est vraiment un choix assumé d'avoir une activité très forte sur les réseaux sociaux. Comme il me reste 1 minute...
Bon, alors, en fait, on a relevé 3 logiques qui nous intéressaient, qui définissent en fait des manières différentes d'appréhender cette activité de la gestion des réseaux sociaux au sein des rédactions. La première, qu'on appelait logique de gatekeeping, elle renvoie vraiment au modèle un peu canonique du journalisme. Donc, ce sont des personnes qui sont presque un peu en résistance en fait face aux exigences des plateformes, qui disent nous on est là avant tout pour valoriser nos contenus, pour valoriser la ligne éditoriale, parfois même qui n'ont pas forcément une très très bonne connaissance en fait du fonctionnement des plateformes, mais donc qui revendiquent vraiment une forme de contrôle éditorial, peut-être sans doute un peu vain. Mais cette idée de faire valoir leur spécificité par rapport aux attentes des plateformes. Deuxième logique, la logique d'audience. Ça, c'est assez intéressant parce qu'on l'a retrouvé beaucoup dans les médias audiovisuels qui ont plutôt, donc, historiquement un rapport notamment à l'audimat, et également dans les hebdomadaires. Bon, je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi, mais il y a une explication pour y revenir éventuellement dans les questions. Donc là, on est vraiment dans une approche beaucoup plus orientée marketing, orientée data, orientée vers un journalisme de la demande plus qu'un journalisme de l'offre. Donc on va vraiment essayer de précéder quelles sont les attentes de la plateforme, mais surtout des usagers, pour essayer de faire un maximum d'audience. Et ça, c'est pleinement assumé, même par les rédacteurs en chef qui portent cette logique-là dans leurs médias. La dernière logique, c'est la moins présente, c'est la logique participative, qui est un peu un héritage du journalisme participatif, puis de tous ces espoirs déçus. On n'a que 3 médias dans le panel qui la revendiquent, dont 20 minutes, qui développent très fortement. Ce sont les seuls qui n'ont ni CM ni Social Media Editor, mais des journalistes participatifs. Donc eux revendiquent très clairement cette logique-là. En conclusion, évidemment, là je vous présente 3 logiques comme si elles étaient étanches. Vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de porosité, de négociations, de tensions permanentes au quotidien, et on a eu beaucoup d'exemples pour cela, entre ces 3 logiques. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de voir dans quelle mesure on est plutôt face à une forme d'extension du territoire du journalisme qui essaierait d'aller un peu imposer sa vision aux plateformes, ou au contraire à l'intégration progressive de logiques extérieures, celle de ces plateformes, sur la pratique journalistique. Je terminerai juste en disant que cette activité, elle est centrale, elle est mise au cœur des rédactions, elle est également assez peu valorisée. Ce qui nous a surtout beaucoup frappé, c'est l'instabilité professionnelle de ces personnes-là. Quand on les a recontactées quelques mois après l'enquête, plus d'un tiers n'était déjà plus du tout dans leurs médias, et ils nous ont confié que ça tournait extrêmement vite. Donc cela aussi, sans doute, pose question et mérite d'être approfondi. Désolée d'avoir dépassé. Merci.